la Station Spatiale Internationale. Cérémonie des adieux avec ceux qui restent. C'était tout à l'heure avant que la capsule Soyouz ne se referme aux alentours de 9h30. Et dans 1h30, eh bien, cette capsule va se décrocher de la Station Spatiale Internationale et prendre la direction d'une orbite terrestre un peu plus basse, rentrer dans l'atmosphère et se poser au Kazakhstan. Juliette Delage, vous êtes au milieu de cette plaine kazakh sur laquelle eh bien, Thomas Pesquet et Soyouz vont se poser tout à l'heure à 16h, passé de 9 minutes. Effectivement, c'est une heure très précise parce que tout est millimétré dans cette phase. Pourquoi? Eh bien parce que cette phase, elle est particulièrement risquée. Il y a d'abord la décélération par l'entrée dans l'atmosphère. La capsule Soyouz va passer de 28 000 km/h à 800 km/h pour atteindre grosso modo la vitesse d'un avion. Il y aura aussi le choc de l'ouverture du parachute, mais aussi du largage des caissons d'excédent de combustible ou d'oxygène, par exemple. Effectivement, c'est l'ISS qui s'éloigne. Au départ, très progressif, l'ISS reste sur sa trajectoire. C'est le Soyouz qui rentre. De la distance entre les deux. Voilà. On voit bien le cône au-dessus, ce grand cercle. Ça y est, c'est pas le port d'amarrage. On le voit aussi beaucoup plus nettement là sur le plan large. Mais regardez ces images dont on parlait, on les voit. On les voit. Et c'est vrai que, comme vous nous le décriviez, ça paraît être un moment très doux par rapport à ce qui va succéder par la suite. Absolument. C'est le début d'un retour qui sera un petit peu plus chahuté que ce qu'ils sont en train de vivre pour l'instant. C'est committed, comme on dit en anglais. Là, ils vont rentrer. Ouais. Et ce qui est frappant, 12h48, nous sommes en direct. L'horaire annoncé est totalement respecté. On aurait pu imaginer des reports pour ce retour sur Terre, pour cet équipage. Ils ont contrôlé tous ces paramètres déjà depuis quelques heures. Je pense qu'ils ont passé une nuit courte pour que tout soit vérifié par le sol et par eux-mêmes. Donc il n'y avait pas les lois de la mécanique spatiale sont très déterministes. Les équations sont très simples. Donc on sait à la seconde près très facilement, c'est facile à calculer. On voit afficher Razvarot, qui veut dire la rotation pour pouvoir mettre l'impulsion de freinage tout à l'heure. On parlait de l'évolution des moyens de communication entre le moment où vous avez effectué vos vols et maintenant. Et ce qui est aussi totalement frappant, c'est de voir la netteté de ces images. Tout ce qu'on voit, ce désamarrage qu'on est en train de vivre en direct alors qu'ils sont dans l'espace. Thomas a même filmé. C'est magique, c'est incroyable. Thomas a filmé avec des caméras 6K, 4K et bien sûr full haute définition, full HD. Donc bien sûr, ça donne des images à la fois photo et vidéo extraordinaires. Et qu'on peut voir sur son téléphone. On voyait bien à l'image, en fait, le train spatial, comment il est dessiné. En fait, nos deux astronautes sont au milieu de ces trois éléments, dans l'élément central, donc c'est la capsule qui va rentrer. À gauche, on voit le compartiment orbital. Claudie nous dirait que c'est là où on peut vivre pendant qu'on monte vers... Le bloc orbital, la partie sphérique qui est en avant. Pendant qu'on monte vers la station. Et à droite, un troisième élément où il y a du carburant et des éléments techniques, le module de service. Donc c'est ces trois éléments qui vont se séparer. 12h50, ces images en direct qui sont toujours d'une beauté à couper le souffle quand on a vécu de façon un peu différente pour vous, Jean-François Clément, mais quand on a vécu ce retour, la Terre qui va se rapprocher au fur et à mesure, on est dans un moment d'émotion, dans un moment de concentration. Alors là, le moment de concentration, à chaque fois qu'il y a une manœuvre prévue de correction d'orbite, de déorbitation, mais on est toujours à 28 000 km/h. Et lorsqu'on rentre dans l'atmosphère, on commence à sentir l'atmosphère quand on est 10 fois plus bas que la station. Et à 28 000 km/h, je peux vous dire que quand on regarde par le hublot, la Terre défile très très vite parce qu'on est plus proche. C'est un peu comme dans une voiture, quand vous êtes très bas dans une voiture de course. Et là, c'est impressionnant. Et bien sûr, après, comme disaient Serge et Claudie, c'est ces flammes et ce rougeoiement de l'atmosphère ionisée qui nous donne l'impression d'être entouré de boules de feu qui impressionnent. Serge Bonnier, la séparation dont on a parlé des trois modules, c'est beaucoup plus tard, c'est dans plus de 3 heures. Oui, c'est à... regardez, c'est ce que eux voient. Voilà, et voilà Thomas et Oleg, c'est ce qu'ils sont en train de voir en ce moment. Le Serge, il quitte la maison, oui. C'est à 140 km d'altitude, donc c'est beaucoup plus bas. Et c'est là où on aura nos boulons pyrotechniques qui vont exploser et séparer les trois modules. C'est séparé d'une façon, dans une direction telle, le périscope d'un côté, le module de ressources et le module orbital, de telle sorte qu'on soit sûr à 100% qu'il n'y ait pas de possibilité de recollision de ces parties entre elles. Parce que quand vous séparez d'un vaisseau spatial en 2 ou 3 parties,
une orbite plus tard, ils se retrouvent au même endroit. Ils peuvent rentrer en collision. Donc c'est fait d'une façon qui est anti-collision. Et ce vaisseau Soyouz, comme si vous y étiez, avec la Station Spatiale Internationale qui s'éloigne. Alors on disait 28 000 km/h, et pour autant on a un sentiment de douceur, de calme, voire de lenteur, parce qu'on est évidemment dans un espace totalement différent et dans leur référentiel, ils sont immobiles en fait. La vitesse relative, elle est... C'est-à-dire oui, leur sensation en ce moment, c'est quoi? C'est très très lent. Là, leur vaisseau est à 28 000 km/h. La station dont on les voit s'éloigner est à 28 000 km/h. C'est aussi la même chose. On est toujours surpris de se dire que deux objets allant 28 000 km/h vont s'amarrer et se rejoindre au moment de l'amarrage. Mais effectivement, en vitesse Regardez relative, en haut à droite, on voit le module Columbus, qui est le module de l'Agence spatiale européenne. Et surtout, dernières embrassades avec leur collègue Peggy Whitson, avec qui ils viennent de passer 6 mois dans l'espace. L'émotion est au rendez-vous pour Thomas Pesquet et Oleg Novitsky qui s'apprêtent à quitter l'ISS. À l'approche de l'heure fatidique, les deux hommes sont installés dans le vaisseau Soyouz qui doit les ramener sur Terre. Le cosmonaute russe, Fyodor Yurtchikhin, vient alors les saluer une dernière fois. 9h31, Oleg Novitsky referme la porte du SAS. Cette fois, ça y est, les deux astronautes ne peuvent plus revenir en arrière. Commence désormais le processus du retour sur Terre et à la réalité. Thomas Pesquet et Oleg Novitsky enfilent leur combinaison et s'installent dans leur siège ergonomique spécialement prévu pour leur morphologie afin d'absorber au mieux les chocs violents qu'ils vont subir en entrant dans l'atmosphère. 12h47, la capsule Soyouz se détache de la station internationale. Doucement, elle s'éloigne. Quelques minutes plus tard, les rétrofusées s'allument afin de permettre au vaisseau d'entamer sa descente qui devrait durer 3 heures. Tard dans l'espace, donc oui, beaucoup de fierté pour l'enfant du pays, pour ce déploiement dans l'espace. Il y a également l'un des anciens professeurs de mathématiques de Thomas Pesquet, lui aussi très fier, qui se rappelle bien évidemment de cet élève brillant mais aussi humble. Et vous le voyez derrière moi, eh bien, tous les yeux sont rivés sur la télé avant que Thomas Pesquet atterrisse, bien sûr, d'ici une dizaine de minutes. Donc beaucoup d'impatience et encore plus à mesure que l'heure approche. Bon. Merci Guillaume Bertrand. On voit des premières images. On attend la confirmation pour savoir si c'est bien du direct de cette énorme parachute. Oui, Jean-Pierre Ignoret me dit que c'est du direct. Voilà, donc les premières images de cette capsule Soyouz suspendue à cette énorme parachute. On tente au maximum, Jean-Pierre Ignoret, de freiner la vitesse avant l'impact sur Terre. On est à quelle vitesse là, on a vu l'ouverture de la corolle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la corolle vient de la corolle, expliquez-nous. Oui, il faut avoir l'œil d'expert là quand même. Dites-nous, expliquez-nous justement cette corolle. Eh bien, c'est une corolle. Ah non, en fait, elle est en train de pomper un peu. On voit, elle s'élargit, elle se referme, elle s'élargit, elle se referme. On est à quelle vitesse là, à peu près là? Là, on est à 16 km/h à peu près de descente. Et on va peut-être voir le bouclier. Donc, il y a 6 tonnes qui descend à 8 km/h. C'est 8 km/h. Et c'est à partir de ce moment qu'on va se débarrasser du bouclier. C'est 5000 mètres d'altitude, donc on va peut-être y assister en direct. Ce sont des images en léger différé, on nous dit. C'est pas en direct, léger différé. C'était il y a quelques instants. Il faut être attentif là au moment où, juste avant l'impact, vous allez voir un flash, c'est les 6 moteurs DMP qui amortissent, qui vont diminuer la vitesse de descente par 2 et qui amortissent l'impact au sol. Alors, on voit cette immense parachute et finalement cette petite capsule Soyouz, Gérard Fetzer, c'est un petit vaisseau spatial. C'est ridicule. Quand on est à côté, on se dit, mais ces gens-là reviennent de l'espace. Ces deux hommes sont la moitié de la taille d'une Twingo, enfin une Twingo à peu près, vous voyez. Ils sont confinés à l'intérieur de ce vaisseau spatial Soyouz. Voilà cette descente que vous voyez en direct. Nous sommes au-dessus du Kazakhstan et donc l'impact est prévu. Voilà une autre vue. L'impact est prévu vers 16h09. Soyouz devrait toucher Terre donc dans 7 minutes à présent. Et Gérard Fetzer, cet atterrissage quand même c'est violent, malgré ce parachute de freinage, etc. Les deux autres parachutes aussi, c'est un choc cette arrivée sur Terre. En fait, Jean-Pierre a cette expérience de l'atterrissage. Oui, c'est violent, mais c'est pas une révolution non plus. Il ne faudrait pas que
sous le bouclier thermique qu'on a largué, je sais pas si j'ai déjà fait, je ne pas le voir. Il y a ces fusées qui ralentissent sa chute. Bon, c'est vrai que c'est un choc, mais c'est pas non plus insurmontable. Enfin, c'est toi qui vas nous dire. On s'en remet. Quelles sont les impressions à l'intérieur? On a l'impression quand même de yo-yo, non? Alors là, ce qui est bien, non, là c'est calme par rapport à ce qu'il vient de vivre au moment du déploiement, où là il y a eu des torsadages avec des. C'est là que c'était le plus difficile. Avec des rotations complexes. Mais là, j'ai pas dit tout à l'heure, on éjecte un certain nombre de choses quand le parachute s'ouvre, et en particulier il y a la couche extérieure du hublot, donc il revoit la terre. Et une autre chose qui s'est ouverte, c'est une petite ventilation qui se trouve dans le collier sur lequel est l'écoutille et qui permet d'équilibrer l'air de la Soyuz avec l'air extérieur. Et donc il respire déjà l'air de la steppe là, en ce moment. Il respire son premier air frais de la Terre depuis 6 mois. Alors, à bord de Soyuz, je rappelle, il y a Thomas Pesquet, mais aussi le russe Oleg Novitsky. Est-ce qu'ils ont un moyen de contrôler la trajectoire? Ou est-ce que là, vraiment, c'est le parachute qui décide de tout? Pratiquement depuis le début, depuis que l'impulsion de freinage a été donnée, ils ne peuvent plus faire grand-chose. Hein, ils ne commandent pas, ils ne pilotent pas, ils se laissent aller jusqu'à terre. Comme un parachute. Oui, il n'y a pas de suspente de pilotage. Il n'y a pas de suspente. On avait envisagé de le faire d'ailleurs pour améliorer la précision d'atterrissage, mais là, il n'y a pas besoin. Il y a des milliers de kilomètres de steppes. C'est pour ça qu'on choisit un grand désert. Voilà, il y a les hélicoptères qui viennent le chercher, donc même à quelques kilomètres près, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça reste quand même un système extrêmement précis, c'est-à-dire que le vent sur le site d'atterrissage est prévu dans la stratégie d'atterrissage, il est intégré dans la stratégie d'atterrissage. Et tout est automatisé au niveau des calculs, etc. Oui. Mais enfin, ça reste un système de calcul relativement simple au fond. Hein. Les premiers Soyuz avaient un calculateur qui était à peine plus gros que les calculateurs qu'il y a dans les montres ou dans les téléphones modernes, vous voyez. Donc il n'y a pas besoin de... La mécanique spatiale est quelque chose d'assez pur et assez simple, Dieu merci. Stéphane Roquette, vous êtes responsable des vols paraboliques au CNES. Bonjour, vous avez échangé très régulièrement avec Thomas Pesquet. Vous imaginez, là, dans quelques minutes maintenant, ça y est, il est sur Terre. Dans quel état d'esprit doit-il être? Ça, il faudra lui poser la question quand il aura ouvert la boîte de conserve et qu'il sera enfin parmi les hommes. Mais alors, la dernière fois qu'on a discuté, c'était il y a une semaine tout juste, en fait. Hein, je lui ai envoyé un message en l'intitulant Dernier message. Oui. Parce que voilà, la dernière semaine, c'est une semaine intense pour tout le monde, pour les équipes opérationnelles au sol, pour lui et pour l'équipage à bord. Donc il prend petit à petit leur pied avec la réalité pour son retour. Et là, je pense que il a fait le plus difficile, hein, parce que les phases les plus vigoureuses, elles sont passées. Bon, il reste encore l'atterrissage, forcément, mais ça va être un moment extrêmement bref. Voilà, et puis à partir de là, ça va être de nouveau le flot d'humanité qui va le submerger, les gens qui vont s'occuper de lui, le ramener à Cologne après une bonne douche et comme l'a dit Oleg, comme l'a suggéré Oleg pendant la préparation. Un bain, moi et un bon repas. Oleg, pendant la préparation, a indiqué qu'il avait faim. Ce qu'il y a de marrant, c'est quand on est au bout du parachute comme ça, on voit des milliers de kilomètres et on ne voit pas un village, rien, il n'y a que de la steppe et de temps en temps un petit lac. Dieu merci, on ne tombe pas dedans. On se demande si c'est la planète Terre, si elle est habitée. Mais vous allez voir que quelques minutes, peut-être 10 minutes après l'atterrissage, vous allez voir des ânes, des mobylettes avec des Kazakhs autour qui viennent on ne sait pas trop où. Voilà, atterrissage prévu dans 3-4 minutes maintenant. Le temps de retrouver Philippe Arbeil. Bonjour, vous êtes professeur de médecine. Donc pendant 6 mois, le corps de Thomas Pesquet a été soumis à rude épreuve. Dans quel état donc va-t-il être, ainsi que son collègue russe, donc après l'atterrissage? Et il va être, sur le plan de la santé, il va être en très bonne santé, mais il va se sentir certainement très lourd. Et lorsqu'il va être extrait de la capsule, il va être mis en position semi-assise parce qu'il ne pourra vraisemblablement pas se tenir debout, où il aura beaucoup de difficultés. Et puis il va récupérer cette incapacité à se tenir debout au cours des jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des séquelles, entre guillemets, de ce voyage? Est-ce qu'on s'en remet très vite? Vous disiez quelques jours, mais est-ce qu'après, à plus long terme, il peut y avoir des conséquences? Alors des conséquences peut-être pas, mais on a observé, pas forcément chez lui, mais en général chez les astronautes qui restent 6 mois, un vieillissement du système vasculaire, la paroi artérielle s'épaissit, devient plus rigide, ce qui n'est pas normal, hein, et en général cette altération correspond à ce qui se passe chez un humain normal sur Terre en 20 ans. Donc ce n'est pas une situation souhaitable. La bonne nouvelle, c'est que ça régresse en quelques mois. On ne peut pas dire que ce soit pathologique, mais c'est une modification significative du système artériel qui récupère. Donc il n'y a pas de séquelles pour l'instant. Mais on ne connaît pas suffisamment ce processus, ni les contre-mesures qu'on pourrait utiliser pour le contrer, pour affirmer qu'au bout de 18 mois après un voyage sur Mars, on n'aurait pas des séquelles. Donc on travaille à ce sujet-là.
On dit que les astronautes ressentent à l'arrivée sur Terre un mal de terre, un peu comme un gros mal de transport. C'est quasi inévitable? Non, c'est la désorientation, c'est l'oreille interne qui est complètement déshabituée des effets de la pesanteur. Et donc, ils ont l'impression que le corps pèse 1 tonne, que les objets autour d'eux se mettent à voler alors que ce n'est pas le cas. Ils sont un peu dans un environnement désorienté, mais ça dure que quelques jours. Voilà, pendant que nous vous parlons, eh bien, on suit bien sûr cette descente de Thomas Pesquet. On a vu que les hélicoptères étaient déjà sur place pour l'accueillir. Là, il va donc retrouver cette gravité terrestre. Il l'a déjà en ce moment. Et les fluides qu'il y avait dans la tête pendant son séjour vont redescendre dans les jambes. C'est ça qui pose problème? Oui, mais la gravité, il l'a retrouvée dès l'ouverture du parachute. Ça fait déjà plusieurs minutes qu'il se sent très lourd. Mais c'est pas gênant puisqu'il est dans un siège moulé à son anatomie, donc ça ne génère aucune souffrance. Mais pour lui, c'est quand même une réhabituation un peu brutale. Alors, ça va s'améliorer au cours des jours et puis il va se réhabituer normalement. Merci en tout cas pour ce qui est du fluide qui était... Excusez-moi, j'ai pas répondu à votre deuxième question. Donc pour ce qui est des fluides qui avaient monté vers le sommet du crâne pendant le vol, il est certain que là, dès qu'il passe en 1G, il se sent très libéré. Mais ça, c'est un problème moins aigu que le problème des artères, parce que lorsqu'ils sont en vol, on les met dans un caisson à dépression qui s'appelle le LBNP et qui permet justement de soulager cet afflux sanguin en faisant redescendre une partie des liquides vers les jambes. Merci beaucoup, Philippe Abeille. Merci. On suit donc cet atterrissage imminent. Imminent, voilà, quelques secondes, peut-être 1 minute ou 2. Jean-Pierre Agneray. Il est 16h09, il est 16h09, c'est l'heure officielle, mais avec ces images qui sont en léger différé. C'est difficile d'apprécier parce que c'est difficile un petit peu d'apprécier, de voir où on est. L'atterrissage a été recalculé pour 16h10. 16h10 et 9 secondes. Voilà, donc c'est les dernières infos qu'on avait à partir du moment où... Je pense que l'hélico s'est mis plus bas que pour avoir le ciel derrière, qu'on voit très bien le parachute. J'espère que dans la dernière partie de la trajectoire, il montrera la Terre pour que... En tout cas, on voit bien les nuages. On voit les nuages maintenant, oui. Les hélicoptères sont autour. Il y a combien d'hélicoptères, Jean-Pierre Agneray? Il y en a beaucoup. Il y en a déjà 6 sur zone, à peu près. Et il y en a à peu près autant à 600 km pour le cas où il y a un atterrissage non nominal, un retour dit balistique, auquel cas on n'utilise plus les capacités de planer du Soyouz. On le met en espèce de vrille et ça donne une précision d'atterrissage plus concrète. Et donc les 2 cas sont prévus. C'est ce qui fait d'ailleurs que ce système est sûr et confortable. Voilà. On n'arrive pas du sol. Alors regardez bien, regardez bien au moment où la capsule va approcher de la Terre, on va voir un flash lumineux, c'est les moteurs à poudre qui vont freiner son atterrissage. Et voilà, 16h10, donc c'est derrière. Donc on ne verra pas. L'impact sur la Terre. On voit la fumée quand même. Le parachute, c'est moins l'impact que le jet des tuyères. La fumée, c'est les moteurs à poudre. Voilà, Thomas Pesquet est donc sur Terre, 196 jours, 18h49 minutes. C'était son séjour dans l'espace. Il aura fait 3418 tours de Terre, 127 millions de kilomètres parcourus depuis moins de 6 mois. Et le voilà revenu sur le plancher des vaches, ça on peut le dire. On est dans le désert du Kazakhstan. Ça y est, sa capsule Soyouz s'est posée sur Terre. Et c'est un exploit, puisque c'est le séjour le plus long dans l'espace réalisé par un Français, un astronaute français. Très bien, tout à fait. Quel exploit tout de même, quelle aventure! 6 mois dans l'espace, retour sur Terre. Sébastien Rouquette, vous l'avez eu régulièrement en ligne. Il a déjà envie de repartir, à votre avis, ou pas? C'est peut-être un petit peu tôt pour lui demander, là, sur le coup, parce que je pense que, comme on le disait tout à l'heure, avec un peu d'humour, je pense que leur première envie, ça va être un bon repas, une bonne douche et une bonne nuit de sommeil. Ouais. Même si les premiers temps, ça va pas être évident de dormir dans un lit en ressentant la pesanteur. Mais il est incontestable que Thomas aura envie de venir. Au Kazakhstan. On peut observer qu'il se pose pas très loin d'une étendue d'eau, ce qui aurait posé un problème. C'est prévu, j'imagine. C'est prévu, mais ça rend toujours les opérations beaucoup plus compliquées. Voilà, donc il y a beaucoup de chance jusqu'au bout. Il y avait 6 hélicoptères au moins qui filment. C'est rassuré parce qu'on avait vu au cours de la visite à Moscou, juste avant son départ. Donc non, j'appréhende pas. J'ai pas de... C'est vraiment un choix qui lui appartient. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lui-même ne sait pas ce qu'il a envie de faire. Il y a plein de paramètres là-dedans qu'il ne maîtrise pas forcément. Donc là, on est plutôt sur le quotidien. Il revient, on le retrouve. Il faut qu'il se réhabitue à sa condition de terrestre. Et après, voilà, il a tout le temps, on verra.
Alors on l'a vu très occupé dans l'espace, entre ses missions, ses expériences, mais aussi ses photos. Est-ce qu'il a eu le temps de suivre vraiment l'actualité de ces derniers mois? Par exemple, ce président américain qui pose des problèmes à la planète Terre en ce moment. Alors, je ne sais pas s'il est au courant de ça. Je pense que là, il a sûrement zappé un peu les derniers jours. Il était, à mon avis, occupé à autre chose. Mais on a quand même suivi. On a discuté un peu actualité, politique, etc. pendant la campagne présidentielle notamment. Ça lui permettait aussi de remettre un peu virtuellement les pieds sur terre et de ne pas être complètement coupé. Déjà qu'ils sont coupés du monde physiquement, ils sont complètement dans un autre univers. Donc il s'est tenu au courant, il s'est informé, on a essayé de faire en sorte qu'il soit... Oui, c'est extrêmement près du sol, oui. C'est au tout dernier moment pour éviter un impact un peu trop fort. Un peu trop violent. Il est tombé à quelle vitesse? On voit la sortie donc, des astronautes, voilà. Ça s'est passé tout à l'heure, bien sûr. Et les images nous parviennent seulement maintenant, donc le souriant, le russe. Voilà. 45 ans. Qui était le commandant de bord de ce vaisseau Soyouz. Voilà, lui, il va repartir à Moscou, il ne va pas aller à Cologne. Les deux hommes vont se séparer. Sur place, 600 un peu plus loin. Non, 600 km un peu plus loin, pardon. Tomber dans un lac, c'est arrivé avec Soyouz 23. Oui, d'ailleurs, le cosmonaute avait été... traité de Morskoï parce qu'en fait il avait une formation de marin et donc on a trouvé que c'était normal que le premier cosmonaute qui se pose dans un lac soit un marin. Sauf qu'ils avaient attendu pratiquement 24 heures pour être délivrés, si je me souviens bien. Oui, un peu, oui. On va retrouver maintenant Bernard Comet, qui est médecin des astronautes. Merci, bonjour d'être en direct sur BFM TV. Donc tout s'est bien passé, l'atterrissage s'est effectué sans encombre. Les astronautes maintenant passent toute une série de tests médicaux. Premier test pour voir s'ils vont bien, s'il n'y a pas de problème particulier. Oui, c'est ça. Donc, Thomas est rentré dans la tente, une tente qui est à quelques dizaines de mètres de la capsule. Là, on lui enlève le scaphandre Sokol, il revêt des sous-vêtements chauds et secs surtout. Et s'il a besoin, on peut lui faire... Oui, allô ? Bonjour Thomas, bravo, vraiment bravo à vous. On est tous très fiers. Là, vous avez plusieurs dizaines de personnes au CNES qui vous regardent. On vous voit et on voit votre collègue, mais on est tous et toutes très très fiers de vous. C'est très gentil, je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister à ce retour et puis de m'appeler. Bon, comment vous vous sentez ? Eh bien écoutez, ça va très bien. Je me réhabitue doucement à la gravité. Ou même tenir ce téléphone, c'est la chose la plus difficile que j'ai fait depuis 6 mois. Mais non, ça va très bien. Tout s'est bien passé. Le véhicule a fonctionné de manière absolument splendide. Et puis on se sent très bien. On s'était préparé à ça. L'équipe qui nous a récupérés est hyper professionnelle. Donc tout va bien, on est bien entouré. On va très très bien. Merci beaucoup. Triste de quitter cet environnement que je ne sais pas si je retrouverai un jour et qui est évidemment fantastique. En même temps très content parce que 6 mois c'est très long et j'ai hâte de revoir mes proches et de retrouver la vie normale sur la Terre. Une Terre qu'il a quittée en novembre dernier avec 2 autres astronautes pour rejoindre à 400 km de là l'ISS. J'ai un peu de mal à y croire moi-même, mais apparemment c'est pour du vrai. À bord, Thomas Pesquet prend vite ses marques en apesanteur. Plutôt cool comme manière de se déplacer. Depuis la cupola, ce poste d'observation, l'astronaute savoure et prend des milliers de clichés qui font rêver. Le cratère d'un volcan, le désert de Jordanie, les grandes villes ici Marseille, et surtout les grands espaces comme on ne les a jamais vus. Avant de partir, une dernière photo souvenir avec toute l'équipe. En tout, Thomas Pesquet aura passé 6 mois et demi là-haut, tout là-haut dans l'espace.